invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valentine nous est à nos côtés ce soir, responsable de la stratégie Fixed Income d'Amundi Institute. Bonsoir Valentine. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Merci à Jean-François Robin de nous accompagner également. Bonsoir Jean-François. Bonsoir à tous. Vous êtes directeur de la recherche de Natixis et Gilles Etcheberry-Garay à nos côtés également ce soir. Bonsoir Gilles. Ravi de vous retrouver, vous êtes président et directeur des investissements d'Elcano Asset Management. Un mot quand même de ce risque géopolitique remonté d'un cran. Bon, c'est une dimension avec laquelle les investisseurs ont malheureusement l'habitude de naviguer. Il faut prendre en compte un risque de crise peut-être plus marqué aujourd'hui au Moyen-Orient depuis 10 jours et les attaques du Hamas contre Israël. Jean-François, le marché a évidemment bien identifié que le pétrole était sans doute le vecteur de propagation de cette crise aux marchés globaux, à l'économie mondiale en général. 10 jours après, quel est l'état des lieux qu'on peut dresser sur le plan du marché, sur le plan du risque économique? Quels sont les enseignements qu'on retire à ce stade de l'augmentation du risque géopolitique? Moi, je trouve ce qui est frappant, c'est en tout cas qu'il n'y a pas beaucoup de primes de risque mis par les marchés sur l'événement. On a finalement des actions qui sont plus hautes qu'avant les attaques du Hamas, des taux qui sont un peu au prou là où ils étaient, et un pétrole à $2 près qui n'a pas bougé, quoi. Donc il y a un peu d'or, un peu de volatilité. Tout le monde se dit, la volatilité, tout le monde rajoute systématiquement l'indice de la peur, le fameux VIX, est remonté à 20. À 20, on est quand même très très proche quand même de sa moyenne historique, donc il n'y a pas de quoi écrire à maman non plus là-dessus. Il n'y a pas de gros crainte ou d'aversion au risque finalement. Il n'y a pas de rupture. Non, voilà, le marché joue le fait que ça va sans doute être long, mais qu'il n'y a pas de conséquences durables là-dessus. Donc en fait, on calque un petit peu ce qui s'est passé sur la plupart des gros événements terroristes ou des gros événements de ce type, même si évidemment il n'y a pas de comparable à chacun de ces événements, on ne peut jamais comparer les choses, mais c'est un peu cette idée qu'on retrouve la tendance préexistante assez rapidement. Est-ce que c'est crédible ou pas? C'est certain qu'on sent bien qu'Israël va sans doute intervenir au sein de la bande de Gaza, que ça risque d'être long, que ça risque d'être très dur à tout point de vue, et qu'on va avoir évidemment une petite crispation avec l'Iran qui va sans doute augmenter. On peut avoir une mise en place d'un deuxième front du Hezbollah, sans doute encouragé par l'Iran. Donc on sent bien que ce conflit, il n'est pas fini du tout. Maintenant, c'est vrai que vous avez 30% du pétrole qui vient du Moyen-Orient, mais est-ce que pour autant on va avoir un événement à la 1973? Le marché ne joue pas du tout ça. C'est vrai que c'est difficile d'imaginer quelque chose d'assez similaire à ce qui s'était passé à l'époque. Nous, typiquement, on remet une prime de risque, on ne change pas tellement la macro, ça ne va pas énormément jouer la macroéconomie. Et puis, si vous voyez, on a fait des petits calculs. Si vous mettez 10% de hausse du pétrole, bon, c'est 0,1 de croissance en moins. C'est pas non plus un truc de dingue pour la zone euro. Ça fait un peu plus d'inflation, un peu moins de croissance. Mais voilà, ça met une prime de risque sur le pétrole. Ça change pas complètement le scénario. Ça tire le gaz avec lui, mais aussi pour d'autres raisons. Le gaz, il y a des raisons techniques, d'attaque peut-être russe du pipeline entre la Finlande et l'Estonie au même moment. Donc on peut se poser des questions. Il y a plein de choses qui se sont passées de concomitantes qui font que le gaz suit le pétrole, c'est souvent corrélé, mais là en plus de ça il y a quelque chose. Donc les prix de l'énergie qu'on avait tendance à dire c'est bon, ça revient un peu à la normale, le gaz a été divisé par 10, bon il y a une petite prime de risque qui est en train de revenir, mais on voit bien que ça ne change pas la donne et que finalement on regarde plutôt les résultats des entreprises qu'ont dit les banques centrales à Marrakech, c'est ça qui l'emporte finalement. Je comprends. Bon, je rappelle sur le pétrole qu'avant la journée du 7 octobre, le pétrole venait de perdre 10% en ligne droite en quelques séances. Oui, exactement. On avait une grosse détente quand même du pétrole. Ce qui se passe, et c'est là où, par rapport au sommet de fin septembre. Si on rentre un tout petit peu dans la technique, c'est que l'Iran produisait 3 millions de barils jour. Ouais. Et donc il avait tendance à remplacer dans le marché du pétrole les baisses qu'avaient décidé les Russes et les Saoudiens. Donc là, évidemment, avec la bienveillance américaine. Depuis plusieurs mois, l'Iran pouvait commercer son pétrole sur le marché. La petite crainte, c'est si ça se tend entre Israël et l'Iran, et soutenu par les États-Unis, Israël, c'est qu'on soit un peu plus regardant avec les barils iraniens. Moi, personnellement, je pense que les barils iraniens iront bien volontiers du côté de l'Est et que ce ne sera pas très grave. Bon, le Washington Post indique aujourd'hui que les États-Unis sont prêts peut-être à desserrer un peu les taux des sanctions sur un pays comme le Venezuela. Voilà. Pour faciliter aussi peut-être l'élection dans le pays et peut-être détendre, ou en tout cas apporter un peu de détente sur les cours du pétrole. Valentine, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé de votre point de vue? Encore une fois, donc on parle des taux avec vous, des marchés obligataires, des questions d'inflation et ou de récession, j'en sais rien. Est-ce que c'est
un événement qui peut accélérer un certain nombre de dynamiques économiques, macroéconomiques? Est-ce que ça peut prendre les investisseurs à contre-pied sur le thème de l'inflation? Alors, ça peut prendre les investisseurs à contre-pied. Jusqu'ici, je partage ce point de vue. Les investisseurs sont très complaisants face à ce risque. Ça peut prendre les investisseurs à contre-pied si le conflit devient plus général. Et donc, on a une remontée de l'aversion au risque, ce qu'on n'observe absolument pas jusqu'à présent. Ça peut prendre les investisseurs à contre-pied si on a une remontée forte du prix du pétrole, ce qui n'est absolument pas dans notre scénario aujourd'hui. Donc ça, c'est évident que ça va jouer sur l'inflation et sur la croissance. Et après, ce qu'il faut peut-être suivre aussi, c'est tous les budgets qui sont alloués à la défense. Et là, on continuerait d'aller dans une dynamique qui est celle qu'on observe depuis déjà plusieurs trimestres. Ça veut dire des déficits importants, notamment aux États-Unis. On a 6% de déficit aujourd'hui. Donc plus de dépenses militaires à partir d'un déficit qui est aujourd'hui déjà à 6%. Et on voit aujourd'hui que déjà le marché exige des rendements légèrement plus élevés pour pouvoir absorber toute cette nouvelle offre. Parce qu'on voit quand même aujourd'hui sur le marché des taux américains, il y a quand même des changements techniques qui s'opèrent. On a les acteurs qui étaient très présents depuis 10 ans, la Fed, les banques commerciales, les investisseurs étrangers, qui sont un peu moins présents au profit d'investisseurs plus domestiques, les fonds de pension, les mutual funds, etc. Mais ces investisseurs-là sont beaucoup plus regardants sur le rendement offert. Et donc là, on voit vraiment ce qui se dessine, plus d'offres de papier, on est d'accord. Mais nous, si pour absorber cette force, regardez un peu le taux sur 10 ans, regardez ce que nous offre le 10 ans, réalignons un peu les choses. Donc c'est un sujet qui rejoint ou qui vient alimenter encore un peu plus la question des déficits. Non mais sur les budgets de défense, je pense qu'il n'y a aucun doute sur l'idée que... Et ce qu'on voit aujourd'hui, la prime de terme, c'est le rendement exigé par les investisseurs pour se positionner sur les maturités de long terme. On voit qu'elle est en train de se reconstituer. Alors qu'elle était vraiment en territoire négatif depuis déjà plusieurs années à cause de toutes les politiques de rachat d'actifs des banques centrales. Gilles, votre lecture, les enseignements de la dimension géopolitique depuis une dizaine de jours maintenant? Il y a un dicton géopolitique, ce qui est au Levant reste au Levant. Et traditionnellement, tout ce qui se passe sur la façade méditerranéenne n'a pas d'impact sur les marchés. Et il y a vraiment, quand ça touche le Golfe Persique, et voilà que là, il y a un impact. Oui, les risques Hormuz, l'Iran, etc. On voit exactement. L'Arabie Saoudite, Hormuz, l'Iran, j'ai l'impression que l'Iran lève un peu le pied pour le moment. On n'a pas vu l'offensive israélienne, mais calme un peu le jeu, en tout cas en termes d'engagement. Donc voilà. Après, est-ce que ça va... Est-ce que ça a changé quelque chose dans la manière de piloter les portefeuilles, par exemple? Quelles décisions on prend quand un événement de ce type-là arrive? Est-ce qu'on se couvre un peu plus? Est-ce qu'on modifie la construction de son portefeuille? Non, je dirais que malheureusement, quelque part, ce qui arrive au Moyen-Orient, on a un peu l'habitude de le gérer. Non, mais j'entends bien. Il y a des attentats, ça n'a pas forcément le même degré d'horreur et tout ça, mais je veux dire, ça fait 40 ans, 50 ans qu'on vit avec le Moyen-Orient, avec des événements de temps en temps, le Moyen-Orient, des changements avec la Syrie, tout ça, mais je veux dire, ça n'a pas le caractère géopolitique qu'avait, par exemple, le conflit russe-Ukraine. Parce que là, c'est la guerre en Europe, et avec le changement dramatique... Alors, j'imagine que c'est un caractère très... Mais la dimension économique est moins évidente. Dans le cas d'une crise au Moyen-Orient, quand bien même elle serait généralisée. Elle est moins évidente, et quelque part, je dirais malheureusement, on a un peu plus l'habitude de suivre et de gérer ce genre de crise, parce que ça fait quand même un petit moment. Je veux dire, la guerre en Ukraine a été quand même beaucoup plus un changement. On a vu les Allemands qui ont dû abandonner leur stratégie énergétique. Enfin, on a vu quand même des ruptures plus lourdes, beaucoup plus lourdes, plus fortes à ce moment-là, et avec des impacts qu'on ressent encore aujourd'hui, ce qui est moins le cas en l'occurrence là, au-delà du drame que ça peut être localement. Valentine, je reviens avec vous là sur la question de la valorisation un peu fondamentale des marchés obligataires aujourd'hui. On a déjà évoqué le changement de régime inflationniste, déjà l'aspect conjoncturel macro qui peut aussi jouer. 4,70 sur le 10 ans américain, quand la valeur de ces papiers a été quasi divisée par 2 depuis mars 2020. C'est les chiffres spectaculaires. Non, mais rappelons-le, quasiment divisé par 2. C'est des baisses qu'on a pu voir sur des actifs les plus risqués, comme les actions, lors de l'éclatement de la bulle Internet ou Lehman et la grande crise financière. Là, on parle de marché obligataire, dont la valeur a divisé par 2. Sans risque. Je ne sais pas, est-ce qu'on continuera à le dire, à traiter ces actifs-là comme des actifs dits sans risque? On avait le risque sans taux, on est revenu au taux sans risque.
c'est ça, c'est le taux sans risque, effectivement. Non, mais quand le 10 ans américain ou le papier à 30 ans a divisé par 2, comment on regarde un peu fondamentalement les choses là aujourd'hui sur ces niveaux atteints Je pense que c'est important de prendre un petit peu de recul et d'allonger un peu les échéances de date sur nos graphiques. Et on voit qu'on est quand même revenu sur des niveaux de taux réels qu'on avait avant la grande crise financière, sur des niveaux de taux qu'on connaissait avant la grande crise financière. Il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, on est en train de changer de régime. On est dans un environnement qui, on pense, va être légèrement plus inflationniste. Alors, il y a des grands débats là-dessus. On voit bien qu'on a des pénuries de main-d'œuvre. Est-ce qu'elles vont durer, pas durer? Quel rôle va jouer l'intelligence artificielle dans ces pressions inflationnistes? Mais on voit bien, quand même que cette trajectoire de l'inflation, elle est beaucoup moins évidente. On voit également que dans ce contexte, ça va être beaucoup plus difficile pour les banques centrales de refaire à nouveau ces politiques de QE, de politiques de rachat d'actifs qu'on a connues depuis 10 ans. Puis on sait quand même qu'elles ont quand même quelques impacts négatifs. Parce que faire des relances par le prix des actifs, c'est peut-être pas la meilleure idée qui soit. C'est dans le retour à la normale qu'on comprend effectivement qu'on est peut-être allé loin peut-être à un moment. sur ces politiques qui ont été menées. Mais il y a une chose dont on est sûr, c'est que les besoins de financement des États et des entreprises sont croissants. Que tout ce discours, notamment aux États-Unis, les politiques de Biden, on va renforcer la souveraineté nationale, etc., ces politiques ont un coût. Et qu'aujourd'hui, il y aura quand même des montants d'émissions qui, au cours des prochains trimestres, prochaines années, vont rester extrêmement élevés dans un contexte où l'inflation va être quand même un peu plus élevée que ce qu'on a connu depuis 10 ans et où les banques centrales vont plus pouvoir se positionner comme elles l'ont fait. Après, est-ce que des taux élevés pour plus longtemps, est-ce que ça veut dire des taux élevés pour toujours? Alors moi, je serais un petit peu prudente quand même pour l'année prochaine, c'est-à-dire des taux réels sur ces niveaux-là, 2,3 sur le 10 ans aujourd'hui aux États-Unis, il y a un moment où ça va avoir quand même un impact sur l'économie américaine, surtout après une décennie de taux ultra bas, notamment, je trouve, sur les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont quand même pu survivre depuis 10 ans parce qu'on était avec des taux extrêmement bas, des coûts de financement très bas et des investisseurs qui étaient en recherche désespérée de rendement. Et ça, ce régime, il est quand même terminé et il va avoir un impact pour moi sur les entreprises, mais plus l'année prochaine. Il faut dire que les entreprises aujourd'hui sont sorties de la crise du Covid quand même avec des fondamentaux qui étaient très bons, et ça, il faut quand même le rappeler, du cash, peu de besoins de refinancement, des marges élevées, un coût moyen de la dette, ça c'est le résultat d'une décennie de taux bas extrêmement faible. Donc on a des entreprises, des fondamentaux qui sont bons. Donc cet impact des taux élevés sur l'économie, il est beaucoup plus long, surtout aux États-Unis, beaucoup plus long que ce à quoi on s'attendait, mais ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera pas. Ouais, je comprends. Là-dessus, je pense qu'il faut être très méfiant. C'est pour ça que nous, on garde une récession pour l'année prochaine dans notre scénario sur l'économie américaine, parce que ce n'est pas parce que... C'est pas le moment d'évacuer cette idée, vous dites? Non, au contraire. Et je pense qu'on sera tenté, même si aujourd'hui on a des bons chiffres, oui. Mais ça ne veut pas dire que la solidité de l'économie américaine d'aujourd'hui n'est pas la garantie d'une économie américaine solide demain. Mais attention, il y a toujours des horizons. Non, mais bien sûr, mais attention à trop prolonger les lignes. Pour moi, on change de régime, mais ce changement de régime, à un moment, il va avoir un coût. Il va falloir un peu régler cette addition d'une décennie de politique monétaire ultra commode. Et est-ce que ça veut dire que 2024 sera l'année de l'obligataire? Oui, si on a une récession... Forcément, pour la stratégiste de fixed income de la Moody's Institute... Si on a une récession aux US... Oui, mais c'est ça que ça veut dire, en creux. Forcément, oui, c'est le moment. Mais après, parce que 2023, pour l'instant, on n'y est pas. Non. On perd encore. Tout est une question de... Enfin, le timing est vraiment pas évident à cause de tous ces changements structurels. Alors, et ça dépend de quel obligataire. Oui, exactement. Merci. Oui. Voilà, si on parle du formule. yield ou mezzanine ou si c'est ou de l'obligation d'État, 30 ans américain. On parle des souverains là, en l'occurrence. Non, sur le souverain, oui, on peut. Voilà. Jean-François, bon, plein de choses. Moi, l'équation du financement des États, ça m'intéresse quand même, et aux États-Unis et en Europe. Est-ce qu'on décèle quand même l'issue est là? On a tous les trajectoires arrivent, là, sont publiées. L'Italie communiquait aujourd'hui son budget 2020. Est-ce qu'on décèle quand même un peu d'appétit à un moment pour de la consolidation fiscale et budgétaire ou une certaine retenue par rapport à 3 années de free money everywhere?
Ou est-ce qu'il n'y a rien d'évident de ce point de vue-là? Et qu'est-ce que ça donne du coup pour l'équation de financement des États européens, américains en 2024? Alors moi, je crois qu'il y a vraiment une révolution copernicienne qui s'est passée depuis quelques années maintenant, hein, finalement, depuis 2019. Hein, on commence maintenant, on peut parler de plusieurs années où, quelle que soit la crise, elle est amortie par la puissance publique. La bonne nouvelle pour la France et l'Italie et les pays européens en général, c'est que l'ensemble de la Terre fait la même chose. Donc la crise du Covid, nous, on a mis 13 points de PIB de dépenses publiques pour amortir le truc depuis la crise Covid plus la crise énergétique. Ouais. La Chine, c'est 20 points de PIB. Les États-Unis, c'est pareil. On est sur du 15 points de PIB. Donc tout le monde a fait à peu près la même chose. Donc il n'y a pas de stigmatisation, etc. Mais en tout cas, ce qu'on retient, c'est quel que soit le type d'économie plus ou moins libérale, quel que soit le régime plus ou moins libéral aussi, en fait, tout le monde a un peu amorti. Donc on est à un moment hyper keynésien de ça. Qu'est-ce que c'est que les prochaines transitions? Évidemment, la transition digitale, elle sera plutôt privée. Mais les deux autres grandes transitions, il me semble que la transition énergétique comme la transition liée au vieillissement démographique, ce sera très prise en charge par la puissance publique. Encore une fois, sur la France, on parle, je pense qu'on est à peu près tous d'accord dans nos calculs, autour d'un petit 100 milliards par an, avec moitié public, moitié privé par an, juste pour la France. Voilà, donc c'est quand même dans la prochaine décennie, juste pour le grid électrique en Europe, il faut 80 milliards par an. Voilà, des ordres d'idées comme ça, juste pour le grid électrique, les tuyaux qui vont faire amener l'électricité d'un endroit à l'autre, juste ça. Donc on sent bien que tout ça, c'est des investissements publics hyper élevés qu'ils doivent faire. Maintenant, si on est un petit peu optimiste, on peut se dire que traditionnellement, les investissements dans les infrastructures ont plutôt un multiplicateur budgétaire positif. C'est-à-dire que vous mettez 1 euro, ça rapporte plus ça d'un vaut le euro. coup. Ça vaut le coup de dépenser. Si vous bossez dans les vaccins ARN, ça vous coûte moins cher que si vous faites rien et vous laissez tout le monde mourir. C'est un bon investissement. Voilà, donc c'est un bon investissement ces trucs-là. C'est pareil sur la transition énergétique. De toute façon, si on fait rien, on va tous mourir. Donc il faut absolument faire ça parce que si vous intégrez toutes les externalités négatives de pas faire ces investissements-là, ça coûtera beaucoup plus cher de lutter contre le dérèglement climatique dans 10 ans qu'aujourd'hui, etc., etc. Donc si vous ramenez tout ça, finalement, le coût de ça se justifie un petit peu plus. Après, il faut garder un petit peu les choses un peu froidement. C'est-à-dire que je suis assez d'accord avec te dire, est-ce que les taux vont monter, vont baisser? La réponse pour la soutenabilité de la dette publique, elle sera évidemment là. Quand vous regardez ce qui s'est passé sur 2022-2023, en fait, les dettes sur PIB baissent énormément. Oui. On parle de quasiment 25 points de dette sur PIB de moins pour la Grèce, 11 points de PIB de moins pour le Portugal. Merci l'inflation. Merci l'inflation. Merci l'inflation, merci la croissance, merci les taux réels qui étaient restés bas. Là, on le disait, les taux réels aux États-Unis, ils sont élevés. Toute la question, c'est est-ce que les taux réels vont rester élevés combien de temps? Nous, typiquement, chez Natixis, on pense que la Fed va devoir baisser les taux assez vite. Peut-être même dès le premier trimestre. Parce que quand vous avez des taux à 5,5 et vous avez de l'inflation qui va être à peut-être moins de 3, vous pouvez baisser de 100 BP, vous restez toujours avec des taux réels positifs. Quoi. Si c'est le taux réel que la Fed pilote, elle pourrait tout à fait avoir de la latitude pour ajuster son taux directeur en fonction de la baisse d'inflation. C'est évidemment, là, c'est un environnement hyper favorable à l'obligataire. C'est finalement un environnement qui est aussi plutôt gérable, manœuvrable par les États, si jamais les taux réels restent là. Le scénario alternatif à ça, c'est que si on a un cycle d'inflation beaucoup plus élevé, des hausses des salaires, une boucle prix-salaire, etc., et que les banques centrales sont obligées de laisser les taux élevés, là, on est sur un vrai souci. Ce qu'on voit quand même aujourd'hui, c'est que la boucle prix-salaire, on en a fait plein de gorges chaudes, etc., elle est nulle part. Y compris pas aux États-Unis, etc. Donc on la voit pas. Encore une fois, l'INSEE cette semaine nous dit on aura 5% d'inflation en France, 5% de salaire. Si on compare sur 2 ans, on est sur des salaires réels en nette baisse, quoi. Donc il n'y a pas de boucle prix-salaire. Bon, mais oui, je comprends quand même que c'est challenging cette question du financement. Bien sûr, mais si avec c'est le cas. En plus en Europe, je rappelle juste un retour d'un cadre budgétaire, alors théorique, plus que pratique, mais enfin ça fait partie quand même des négociations. Je crois que c'était Bruegel qui montrait, si on prend à peu près les règles du cadre budgétaire tel qu'on les esquisse aujourd'hui, faire rentrer les États dans les 3%, enfin les futures règles de déficit et en intégrant la dimension de dépenses nécessaires aux transitions, personne n'est dans les clous. Alors, je vais pas faire à part 3 pays dans le nord de l'Europe.
quoi. Mon affreux néo-keynésien, mais quand même, si vous regardez, est-ce qu'il vaut mieux être américain aujourd'hui ou allemand, finalement, les États-Unis qui ont mis plus de dépenses publiques sur la table, vous le disiez très justement, on était à 10% de déficit public en juillet, on va finir l'année autour de 6,5% sur l'année fiscale américaine de déficit. Qu'est-ce qui se passe avec les États-Unis? Vous avez une consommation qui est 5 points supérieure à ce qu'elle était en 2019 aux États-Unis, elle est 2 points en dessous en Allemagne. Qu'est-ce que quand vous regardez le PIB américain, non seulement il a rattrapé son niveau de pré-2019, mais il a rattrapé le niveau qu'il aurait été sans le Covid. En Allemagne, là aussi, c'est 2 points en dessous son niveau. Donc, vous voyez, en fait, finalement, quand vous regardez ça, c'est pas si évident le match. Le match, il est pas si... C'est pas plié, quoi. Non, c'est pas plié. Ouais, alors, Valentine et puis Gilles, bien sûr. Et ce qui est aussi impressionnant, je trouve, zone euro et US aujourd'hui, c'est le rebond des dépenses en investissement qu'on observe aux États-Unis, qui est grâce à la politique de Biden. Et là, je trouve, c'est plus simple. Mais alors, il y a de l'investissement aussi en France. Souvent, on ne dit pas assez ça, mais l'investissement en France, encore cette année où la croissance française fait 1, l'investissement fait 6. Donc, pour l'instant, ça investit encore dans les usines. On voit bien, nous, c'est dans les usines de capacité d'investissement, etc. Ça se voit dans les chiffres quand même, les gigafactories, etc. Ouais, on a des problèmes pour... Aux États-Unis, c'est parabolique, la courbe des dépenses. Oui, bien sûr. Mais encore une fois, quand vous regardez les montants, c'est 300 milliards aux US d'annoncés sur 10 ans. Ouais. Quand vous regardez ce qui se passe sur l'ensemble de l'Europe, c'est pas si loin dans les montants. Après, j'avais un chef d'entreprise qui disait en 18 mois, le crédit d'impôt, vous le touchez aux US. Nous, c'est un peu France 2030, ça prend plus de temps. Gilles, sur ces considérations, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous vous positionnez là, sur ces marchés obligataires, entre le marché américain, le marché européen, les questions de finances publiques, de dépenses devant nous, et peut-être un début de stress du marché par rapport à ces niveaux de dette et d'endettement. Déjà, je pense que ce sont des raids de dépenses publiques qui sont actés finiront dans l'inflation. Il n'y a plus aujourd'hui de parti politique pour défendre l'ordre qu'on a eu dans les années 2010, où en fait on avait une politique monétaire très laxiste et des politiques budgétaires très rigoureuses. Les républicains ont complètement viré leur cutie budgétaire, les conservateurs, Osborne a été oublié, en plus ça sera probablement les travaillistes. Donc aujourd'hui, à part un peu les Allemands qui restent, c'est vraiment les derniers dans le fort de l'orthodoxie budgétaire, donc il n'y a plus d'appétit pour la consolidation, nulle part. Et donc il est probable que ce sera plutôt l'inflation qui, dans les 10 ans qui va solder tout ça. Bon. Ça, c'est le premier point. Après, il y a quand même un point important par rapport à l'écart. Ça ne plaît pas pour des taux qui baisseraient beaucoup. De toute façon, nous, on a une vision en vague. Si on regarde les années 70, il y a une première vague d'inflation, il y a une correction, et il y a une deuxième vague d'inflation avant que Volcker & Co. explique l'inflation. Et genre, nous, on a un scénario qui est assez similaire de première vague, probablement récession et autres qui calment, mais que les banques centrales vont refaire du QE. Je pense que la douleur sera... On va faire l'erreur, vous dites. On va refaire du QE. On fera Burns, on sera Burns plutôt que Volcker. Oui, bien sûr, parce que au moment de la récession américaine, et en plus on va y revenir... Il n'arrête pas de dire qu'ils veulent éviter cette erreur-là. Donc Dans un premier temps, ils l'ont évité, puisqu'ils ont été beaucoup plus durs, mais ils vont craquer probablement s'il y a de la récession. Et là, il y aura une réaccélération, probablement une deuxième réaccélération de l'inflation. Parce qu'il y a un phénomène quand même qu'on n'a pas cité, ou enfin, qu'on a évoqué très brièvement, c'est qu'on a une expérience, je veux dire, ça fait 5 ans qu'on fait des expériences macroéconomiques sans ampleur. On a fait le Covid, on a payé les gens à ne pas travailler, donc on a payé, l'économie l'a rattrapé puisqu'on a fait de l'inflation, ce qui n'a pas été produit, on a retrouvé cette forme d'inflation 2 ans plus tard. Et là, il y a une expérience américaine qui est assez unique, c'est faire de la relance budgétaire dans une économie qui est chaud bouillant, qui a 6%, qui va faire plus de croissance nominale que la Chine. C'est un déficit historique en période de non-récession et de paix. On n'a jamais vu ça. Et c'est une expérience dont on ne connaît pas encore les tenants et les aboutissants. Parce qu'on a fait le QE, on voit maintenant que c'est pas terrible. On a fait le Covid en disant ce qui était probablement la solution. On a fait 10-15 points de PIB, mais on le voit que derrière, on a eu inflation d'abord, production, puis après de consommation. Là, on fait de la relance en plein boom. Et j'ai peur que, ça mette une contrainte sur la Banque centrale de monter les taux plus qu'elle n'aurait dû le monter, objectivement. On n'attendait pas la Banque centrale à 5 ans, voilà. Et derrière, le risque, c'est qu'on ait un phénomène de manque ou quelque chose à un moment où derrière, on a un problème sur le marché de l'emploi américain qui finisse par émerger. Parce qu'on voit déjà, ça commence à être un peu sur l'immobilier. Le cycle américain est un cycle immobilier. C'est quoi un problème sur le marché du travail américain ? Sur l'immobilier, aujourd'hui, on a un phénomène dans l'immobilier, par exemple, qui est très intéressant, puisqu'il n'y a pas de transactions, et les gens sont allés construire des usines à la place de construire des maisons. Oui. Mais les usines, je veux dire, c'est des éléphants blancs. On voit, comme TSMC, l'usine en Arizona n'est pas rentable. C'est-à-dire que l'usine de TSMC en Arizona n'est intéressante que si un jour la Chine attaque Taïwan. Parce que sinon, ils produisent beaucoup moins cher, beaucoup mieux
les micros. Oui, mais c'est le prix de la sécurité, ça. Gilles. Oui, mais le prix, c'est la nouvelle doctrine de politique économique dans un certain nombre de pays. On appelle ça souveraineté, indépendance, ce que vous voulez, mais ça a un prix. C'est plus la rationalité de la mondialisation complètement fluide et permanente. Quand je faisais on disait la santé, elle n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et là aussi, c'est pareil. Et il y a des coûts qu'on porte parce qu'aujourd'hui, c'est finançable, mais qui ne seront pas peut-être finançables dans 2 ans. Peut-être que dans 2 ans, TSMC, s'ils n'ont pas des aides, leur usine gigantesque dans l'Arizona, ils la fermeront. Oui. Et ils diront, voilà, vous savez quoi, je produis à Taïwan, c'est mieux, c'est moins cher, et c'est plus efficace pour tout le monde. Et donc, on a quand même, aujourd'hui, on lance ce genre d'éléphant blanc, à mon sens, qu'on risque de payer en 2024-2025, parce qu'on est passé quand même d'une abondance d'épargne très forte post-2008, à aujourd'hui, après Covid, après tout ça. Ça se rééquilibre. Et bien oui, c'est la montée. Et un besoin d'investissement gigantesque. La montée des taux d'intérêt réels montre ça. Et je pense qu'il y a un rééquilibrage épargne-investissement qui est en train de se mettre en place. Et on fait moins de spéculation, plus d'investissement. Je veux dire, on ne va pas plus financer les choses comme, je sais pas, Uber, où on a laissé 80 milliards de dollars de cash disponible. C'est des choses qui étaient finançables il y a 10 ans parce qu'il y avait trop d'épargne et pas assez d'investissement. Là, aujourd'hui, on est entre les transitions énergétiques, démographiques, on est sur des besoins gigantesques d'investissement, donc d'épargne, donc une rémunération positive de l'épargne. Donc ça veut dire qu'il y a un moment, il y a des arbitrages qui vont être faits entre savoir si on fait plus d'énergie et moins de souveraineté à travers les chips, ainsi de suite. Et donc, pour revenir au marché immobilier, donc on a eu un mystère de l'immobilier américain, puisque effectivement, avec les taux de mortgage, d'hypothèque à 7%, on n'a pas de récession de l'immobilier américain pour le moment. On n'a pas détruit d'emplois dans ce secteur. Voilà. Et parce que les gens sont quand ils construisent des usines. Ça va tenir un moment, mais à un moment, derrière, le marché est complètement bloqué sur l'immobilier résidentiel. Donc ces gens-là vont revenir, une fois qu'ils ont fini leurs usines, et là, ils n'ont plus rien. Donc là, on risque d'avoir un moment, un décalage assez fort sur l'emploi, avec toutes les munitions budgétaires en particulier qui auront été épuisées. Je comprends. Et le risque de contre-coup, comme on a eu un contre-coup après le Covid, je veux dire, quelque part après le Covid, que ce soit en Chine ailleurs, on avait l'impression d'avoir inventé la machine perpétuelle d'économie. On a vu ce que ça a donné. Ça a donné de l'inflation qui est revenue et des taux qui ont décollé en l'espace de 2 ans. Tout le monde est surpris. Je veux dire, c'est quelque chose qui est pour moi la liaison est assez naturelle. Et je suis d'accord qu'il y a un changement de cycle, où on est passé d'un cycle d'abondance, surabondance de l'épargne, à un cycle où maintenant on manque d'épargne. Du point de vue des taux, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan de l'investissement pour vous, Gilles ? Je veux dire que, les taux d'intérêt réels et les taux d'intérêt sont supérieurs sur la décennie. Et donc, ça veut dire, et quelque part, l'ajustement n'est pas fini. Et je pense particulièrement à nos amis du private equity et de l'immobilier de nos côtés. Ils pensent, c'est fini, ils peuvent oublier les taux qui reviennent. Et donc, il y a un moment, il va falloir repricer les choses. Quand il faudra matérialiser un certain nombre de refinancements ou de nouveaux financements, il y a des murs de là, la morsure prendra réellement. Ah oui, il y a des murs de financement qui arrivent en 2025-2026. Après, comme j'ai dit, nous, on a une vision qui est en vague. Et que probablement la récession, et Bidenomics, c'est le fait de faire... Il y a un an, 100% des économistes sur Bloomberg donnaient une récession en 2023. Après, quand vous avez 6%, et en plus, on a parlé tout à l'heure, l'efficacité keynésienne est quand même beaucoup plus importante. Les multiplicateurs ont été beaucoup plus importants. Donc, quand vous faites 6% de déficit... c'est dur d'avoir une récession. Ça a été prouvé, je dirais, quasi scientifiquement. N'empêche que maintenant, on les a fait... Alors, moins par la Grèce, moins par certains pays, mais... Oui, mais la Grèce, c'est la consommation. C'est un peu différent. Ça dépend ce qu'on fait avec l'investissement. Voilà, si on fait de l'investissement ou si on fait de la consommation pure et dure. Si on achète des Porsche Cayenne ou si on construit des usines... Donc, une fois qu'on a démontré que là, la récession était impossible aux États-Unis cette année... Non, mais elle peut être l'année prochaine. Et on arrive à... Donc, nous, on est quand même aussi... On n'achète pas de taux pour le moment, parce qu'on est toujours... on a un changement de régime inflationniste. Donc, généralement, le pic des taux a lieu après la baisse des taux de la Fed. Et qu'on a acté que la Fed sorte disent, maintenant c'est bon, on baisse les taux, il y a une récession. Voilà. Donc, on est dans l'obligataire. Après, je ne suis pas certain que la baisse obligataire sera aussi importante que ce qu'on a eu avant, parce que probablement, les banques centrales vont être tentées de remettre la machine, de remettre un jeton, et voilà, les pressions inflationnistes ne seront pas très loin derrière. Je comprends. Donc on aura plutôt une vague, une baisse l'année prochaine, obligataire l'année prochaine, et après on est... Vous voyez, c'est non, mais Valentine, surtout si on reste... en termes de cycle, c'est quelque chose qui vous parle. D'accord, oui, surtout si on considère qu'on reste dans une économie de pénurie. À un moment, on va voir l'impact de ces taux réels sur l'économie. Il faut quand même garder à l'esprit à présent que jusqu'à présent, les entreprises ont été que peu touchées par ces taux réels parce que les besoins de refinancement étaient faibles et qu'elles avaient du cash. Et même chose pour les ménages. Je compléterai sur le marché de l'immobilier américain qui est quand même incroyable, qu'il ait résisté comme ça avec des taux mortgage à 7%.
Mais si on regarde le bilan des ménages américains, il est très très peu sensible aux hausses de taux. Parce que les ménages américains, ils sont endettés 15-20 ans, taux fixe, alors qu'en 2008, on avait 20% de taux variables, et qu'ils ont gentiment refinancé leurs prêts immobiliers pendant la période du Covid à des taux ridiculement bas, et que maintenant, en moyenne, le taux mortgage, il est à 3,6. Puis il y en a une bonne partie des propriétaires qui n'ont plus de remboursement de mortgage, qui sont délivrés de leur emprunt immobilier. Exactement. Donc les hausses de taux ont pour l'instant peu impacté les entreprises et les ménages américains. Sur les marchés de crédit, je voulais bien avoir là aussi votre lecture de ce qui se passe aujourd'hui. On a beaucoup parlé de spread encore très serré. Vous avez parlé du bilan des entreprises. On est toujours dans ce phénomène-là, ou est-ce qu'il y a des débuts d'écartement qui peuvent laisser entrevoir la possibilité d'un retournement avoir certains noms qui s'écartent, mais globalement, on reste aujourd'hui sur des spreads qui sont très serrés et qui, pour moi, notamment sur les noms les moins bien notés du high yield, ne rémunèrent pas le risque pris par les investisseurs. D'accord. On va faire très simple. Donc il y a de la complaisance là, ce que vous décrivez. Il y a de la complaisance. Pour l'instant, il y a eu aussi des facteurs techniques qui étaient quand même qui ont soutenu le marché, avec peu d'émissions sur les marchés, que ce soit aux US ou en zone euro, ce qui ont permis de tenir les spreads. Mais on s'attend à avoir des écartements de spreads sur ces noms en 2024. Si je reviens au souverain, Italie, tout le monde remet le nez dessus, évidemment. Oui, mais ça fait bien le lien avec ce que tu viens de dire. Oui, justement. Les spreads de crédit, alors c'est pareil, aux US, sur le high yield, on est sur des taux de défaut effectifs de 5%. C'est des trucs qui historiquement sont pas du tout élevés. C'est juste un retour à la normale, comme en France. Très gentil. Les défauts d'entreprise, finalement, on est à 52 000. On était à 56 000 la décennie d'avant le Covid. On revient à la normale, voire un peu moins. Ce qui est impressionnant, c'est qu'aux États-Unis, donc on est à 5% de taux de défaut sur la yield. Il y a un an, on était à 1,5. Donc ça va vite, L'effet hausse des taux, quand même. Mais voilà, on voit qu'ils se peignaient tout nus, encore une fois, etc. Sur l'Italie, c'est un petit peu pareil. On a toutes ces questions sur les taux. Est-ce qu'ils restent élevés? Est-ce que on voit le budget italien de ces derniers jours qui sort, etc., qui est en discussion. Maintenant, on revient toujours à la même idée. C'est-à-dire que si les banques centrales rebaissent les taux assez vite, les murs de la dette de 2025-2026, on aura oublié ça. Moi, je pense que le risque, je ne suis pas complètement d'accord. Moi, j'ai une vision un tout petit peu différente sur les âges. Je ne crois pas du tout à un retour du QE. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est le risque inverse. C'est-à-dire qu'en fait, que les banques centrales rebaissent assez vite. Moi, je serais prêt à parier que 80% des grandes banques de l'OCDE vont baisser les taux l'année prochaine. Donc, le 2024, c'est baisse des taux. Donc, grosso modo, c'est baisse des taux. Et donc, si vous prenez ça et le fait que l'inflation baisse, qui redonne du pouvoir d'achat, etc., vous pouvez rapidement, je serais assez d'accord, moi, plutôt pour voir un rebond des croissances. Moi, la croissance française, c'est pas ce qu'on prévoit, on la voit à 1,2. Mais si vous avez un tout petit peu moins d'épargne des Français l'année prochaine et un peu plus de conso, on peut imaginer une croissance à 2. C'est pas un scénario qui est central, mais c'est pas impossible. Et est-ce qu'on n'a pas les ferments de ça avec des salaires réels positifs, avec des taux d'épargne déjà très élevés? Moi, je ne crois pas à ce que les banques centrales fassent un peu cette erreur. Et donc, je pense qu'elles vont baisser un peu les taux. Sauf accident spécifique, peut-être aussi. C'est le cas d'un accident spécifique. D'accord. Bon. Ah oui, d'accord. Ils montent très vite, mais ils vont baisser très lentement, je pense. Oui, mais moi, je pense qu'il faut une erreur. Ils n'ont jamais fait de soft landing. Et donc, effectivement... Oui, il y a un risque que ce soit une chimère, ce soft landing. Oui, et que en fait, ça commence soft et puis ça fasse... Et donc, du coup, là, ils sont obligés de relancer parce que le contre-coup de 2023 est beaucoup plus important négativement. Puis, il y a un truc quand même, parce que là, on parle de policy mix, l'articulation entre politique budgétaire et politique monétaire. Là, on voit bien des choses que vous disiez très bien tout à l'heure. On avait des taux très bas et de politique budgétaire. On a complètement changé de policy mix. Là, moi, ce qui m'inquiète un tout petit peu sur l'année prochaine, c'est qu'on est en année où stabilité des finances publiques, c'est les accords aux US sur la dette, sur le budget, etc. Et puis se profile une élection américaine où en général, c'est pas là qu'on fait des grandes dépenses somptuaires quand vous avez personne à la Chambre des représentants, qu'on est en pour l'instant, c'est bloqué, complètement polarisé la Chambre et le Congrès américain dans son ensemble. Donc moi, je pense qu'on est sur un moment quand même un petit peu particulier par rapport à ce qui était avant, où on était capable d'avoir des dépenses partisanes. On voit bien que même l'Ukraine, ça met des tensions entre les républicains et les démocrates. Donc moi, je me méfie un peu du policy mix l'année prochaine avec un budget qui va être un peu plus contraint. Mes amis, on est passé du consensus de Washington au consensus de Buenos Aires. C'est-à-dire le Buenos Aires, c'est politique monétaire et politique budgétaire. Les vannes ouvertes, quoi. Voilà, les vannes ouvertes. Japon, on peut dire un mot du Japon, je sais pas, ça vous intéresse sur la partie taux, Japon, Banque centrale, sur la partie action aussi. C'est la seule banque centrale du monde. C'est la seule banque centrale du monde qui va continuer à monter les taux.
Voilà, c'est ça, en 2024. Contre toute attente et La contre banque tout. centrale est en 2024. Non, mais vous l'avez sérieusement dans les. Ah bah ouais, c'est un je scénario pense. central pour vous. J'étais avec des investisseurs japonais il n'y a pas longtemps. Je pense que l'idée, c'est quand même. Quoi. Mais non, mais c'est qu'ils vont normaliser un peu leur politique monétaire. Moi, je pense. Mais c'est avec quelque part avec les Turcs. Hein, je compare pas les deux. Non. Mais évidemment, c'est deux banques centrales qui vont être un peu à rebours de l'ensemble des banques centrales. Et le monde, le système des marchés globaux, après, je ne sais pas combien de temps de taux négatifs de QE forever au Japon, déboucler des positions comme ça, c'est. Je vais au Japon la semaine prochaine, je répondrai plus. Vous leur posez la question, oui. Mais ce que je peux vous dire, c'est que macroéconomiquement, en tout cas, le Japon va bien en ce moment. Hein. C'est bien. C'est pour ça qu'on en parle. Non, mais est-ce qu'il y a un truc fondamental qui est en train de se passer? Qu'est-ce que ça implique du point de vue des taux, de la Banque du Japon et pour l'ensemble du système économique qui a quand même beaucoup, du système financier, pardon, qui a quand même beaucoup capitalisé sur l'idée que la BOJ ne ferait jamais rien, baisserait toujours plus ses taux et qu'on pouvait prendre des positions de carry sur le yen versus d'autres actifs très fortes. Et maintenant, on voit que voilà, la normalisation de la politique monétaire du Japon a un impact sur les US, aura un impact sur les Europes. C'est globalement, ça va tirer les taux à la hausse. Ouais. C'est le mouvement. On reste dans cette phase de pression haussière aujourd'hui sur les taux. Vous aussi, vous imaginez que la Banque centrale du Japon bougera et sortira à un moment de ces taux négatifs Pour l'instant, oui, ça c'est notre scénario. D'accord, Qu'elle va commencer à normaliser sa courbe et qu'elle puisse aussi remonter ses taux. Ouais. Et ne pas oublier que c'est le plus gros investisseur traditionnellement avec la Chine ces dernières années, treasuries américaines. Donc vu que les Chinois ont vendu 400 milliards de titres américains, que les Saoudiens ont baissé de 40% de leurs réserves en dollars, si en plus les Japonais se mettent à les vendre, ça va devenir un peu plus compliqué les coûts de refinancement moyens de la dette américaine, c'est sûr. Le Japon a eu un pouvoir diversifiant cette année oui, dans les allocations. Gilles, vous aimez le Japon ou pas? Oui, fait les actions japonaises. Alors le truc, ça va être de passer des actions à la devise. C'est quand même une corrélation inverse, c'est net, entre les actions et la devise. Parce qu'il ne faut pas oublier que jusqu'à présent, la devise... Bah là, on est protégé. Le yen à 150, on sait que ça ne peut pas aller au-delà. Voilà, mais la question, c'est de savoir quand c'est qu'il faut sortir des actions pour aller sur le yen. D'accord. Parce que si la politique de la BOJ augmente ses taux, il y a un moment où le yen, qui est quand même la devise, une des devises... Forcément, ça fait souffrir les actions. C'est ma question. Moi, j'ai déjà vu les actions européennes monter de concert avec l'euro. Parfois, il y a des phases où la corrélation peut être positive. Tout à fait. La dernière fois, on a vu ce moment des trois flèches quand que le Premier ministre, à l'époque, on avait eu la devise et les actions. Mais le soufflet était retombé assez vite. Hein. Concernant le Japon, on a quand même 25 ans de contre-pied derrière nous. Voilà. Donc... non, il y a pour le moment une corrélation très forte négative entre devises et actions. Qui a encore été cette année donc nous on commence à acheter du yen et sortir un peu de la contrepartie. C'est plus sur la devise que vous espérez sur la devise, il y a un changement. Rentabiliser le thème japonais que sur les actions désormais. La Banque du Japon, consensus va changer. 2, c'est une devise en cas de problème a tendance à monter puisqu'il y a des rapatriements forts. Donc et 3, elle est pas chère historiquement et par rapport au yuan voisin. Voilà, donc nous c'est clairement le yen japonais et quelque chose qu'on regarde attentivement, surtout s'il commence à être mieux rémunéré, ce qui sera quelque chose d'intéressant. Donc voilà, on n'a pas trop de positions ni d'obligations sur les obligations japonaises, mais en revanche oui on a un switch action qui s'opère vers le yen. Et aujourd'hui jusqu'à présent l'indice japonais était le meilleur, plus performant. Ah mais bien sûr. Voilà, bien sûr. Au-delà des tech américaines, on a oublié les gens ont oublié le Japon qu'on s'est même pas perçu. Non, on en parle. C'est l'indice, c'est bien que c'est l'indice qui a le mieux marché quasiment cette année dans les pays développés. Dans les années 80, ça pesait 40% des indices mondiaux. 49% du MSCI au plus haut. Et on est tombé à 5. Le 29 décembre 90, ouais. Et on est tombé à 5% aujourd'hui. Voilà, dans le poids des indices. Oui, du MSCI monde. Pour un pays G7, rappelons-le quand même. Ouais, c'était le plus important. 30 secondes encore pour compléter la logique d'investissement qui vous anime aujourd'hui chez Elcano. Oui, cash is back. D'accord. Donc ça n'a pas changé depuis la dernière fois, je crois. Non, mais on a eu un mois de septembre qui nous a... Non, après, il y a quelques petites choses. On a toujours le réal brésilien, avec aussi une devise et des taux très intéressants, le yen... Des petites choses sur les actions foncières et bancaires, enfin l'Europe, pas de tech américaine, et l'énergie et du pétrole comme value sur les actions. Voilà, et la corrélation négative qu'on n'avait pas sur les actions qu'on a perdu action oblige, aujourd'hui on l'a oblige commodities.
qui est devenue une je comprends. Alors qui est beaucoup moins stable, parce que comme vous parliez, les 10% sur le pétrole, il faut faire attention. L'année dernière, au mois de juin, on avait eu la même chose. Donc, le marché Como, c'est pas le marché des actions. Donc, à manier avec dextérité. Oui, c'est des mouvements qui peuvent être parfois. Voilà. Mais la seule corrélation négative qu'on trouve aujourd'hui, c'est Como. Pour se protéger, quoi. Como obligataire. Valentine, dans l'univers fixed income. Je suis d'accord. Est-ce que vous êtes confortable? Fixed income is back. Pas tout quand même. Pas tout, mais non, mais très court alors, toujours. Très court. Alors, sur le court, oui, mais après, je pense qu'on va arriver au bon moment où on va pouvoir commencer à ajouter de la duration. Peut-être que ce n'est pas forcément tout de suite, mais quand même, on va commencer. On est quand même proche aujourd'hui de la fin du cycle de hausse de taux des banques centrales. Après, l'IG, l'investment grade, aujourd'hui, les noms bien notés, surtout si on a un investisseur en rendement. Je trouve qu'aujourd'hui, ils offrent un rendement extrêmement intéressant et les fondamentaux de ces noms sont bons. Après, oui, sur les noms du high yield les moins bien notés, je serais vraiment... Et émergent, est-ce qu'on a envie d'aller un peu dans la sphère émergente du point de vue de la dette corporate ou autre? Alors, on est encore un peu prudent, de ce côté-là, mais il y aura des bonnes opportunités. Jean-François, pour conclure avec vous. Pour conclure, oui, sur les marchés d'échange, moi je suis d'accord que c'est vraiment le différentiel de taux qui joue. Donc sur le yen, on voit bien que ça va être favorable. Sur l'euro, moi je pense que ça va être favorable l'euro parce que la Fed va plus facilement baisser ses taux plus vite que le reste du G7 et même le reste du monde. Donc finalement, c'est bon pour les devises émergentes, c'est pas très bon pour le dollar. Une des devises qui va souffrir sans doute, c'est quand même aussi le yuan, parce que c'est une des rares banques qui va continuer à baisser ses taux pour soutenir son économie. Là, ils ont un policy mix très ajusté là-dedans. Ouais, sur l'échange, moi je jouerais ça, je jouerais le marché obligataire qui va... Ouais, on est, moi je pense, au cap, au plus haut des taux. Et sur les actions, quand vous avez des actions, une telle concentration de performance dans les indices actions américaines, à mon avis, l'économie américaine ralentit quand même assez fortement l'année prochaine, avec une année électorale, une consommation qui va être beaucoup plus compliquée une fois que l'épargne est dépensée. Je jouerais moins les cycliques, je jouerais plus les thématiques. Et là, faut surfer la vague du renouvelable, tout le monde en fait. Faut profiter de l'IRA tant que Trump est pas là. Donc allons-y. Au bas. L'IRA, à mon avis, c'est gravé dans le marbre. Ira pas. Non, mais Trump, je veux dire, je vois pas Trump revenir sur l'IRA. Il dit qu'il reviendra dessus. Il dit qu'il reviendra dessus. Simplement, c'est que les Texans... Biden disait qu'il reviendrait sur plein de choses. Voilà. C'est pareil. Le Texas dit que non à l'IRA, c'est celui qui utilise le plus. L'essentiel des investissements se font dans les États républicains. Exactement. Oui, c'est pour ça. Il a verrouillé politiquement le truc. Les républicains peuvent plus dire non à l'IRA. Donc voilà, c'est une vague qu'il faut surfer partout. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Valentine Hénouz, Amundi Institute, Jean-François Robin, Natixis et Gilles Etcheberry-Garay, Elcano Asset Management.